Bonjour et bienvenue dans Scroll, l'émission où on s'interroge sur les images, les vidéos, le contenu qui défile devant nos yeux sur le web et surtout sur ce que eux regardent. Des élèves des CFX2 sont avec nous aujourd'hui. Ils ont sélectionné du contenu qu'ils regardent sur le web et ils vont nous le partager. Bonjour Louise et Marion. Bonjour. Est-ce que CFX2 c'est une chouette école déjà? La meilleure école. La meilleure carrément? Oui, on fait la pub. Allez, qu'est-ce qui la rend la meilleure école et qu'est-ce qui est chouette à SFX2? On a des éducateurs qui nous soutiennent vraiment. On a des super profs comme Madame qui est là aujourd'hui. Et on a aussi des cours qui sont assez sympathiques comme art d'expression où on est là pour ce cours. Donc c'est votre option, vous êtes en art d'expression. Qu'est-ce que vous préparez en art d'expression? Il en faudrait des cours aussi. On fait un court-métrage pour l'instant. Génial. Sinon, on va aussi participer à un concours d'expression pour certaines. Et on s'entraîne à mieux parler en oral. Ok, cool. Ça vous sera utile aujourd'hui alors. Et avec nous aussi Thomas qui est expert en éducation média et qui vient de Média Animation. Bonjour. Bonjour. Tu nous rappelles ce que c'est Média Animation? Alors, Média Animation, c'est une ASBL. On est en fait spécialisé en éducation média. On est centre de ressources pour l'enseignement également. On fait de l'éducation permanente et on développe aussi des outils d'éducation média pour tous. Des outils qu'on peut retrouver en ligne, qu'on peut... Oui, en ligne sur le site. Et alors, on a pas mal de sous-sites selon les projets. On organise aussi des concours d'expression média, des créations de médias. On fait aussi de la radio. Voilà. Et plutôt pour un public adulte. Mais voilà, nos outils aussi se développent et nos études sont gratuits, tous disponibles et alors souvent utilisés dans le milieu de l'enseignement, mais finalement aussi associatif, j'en passe. Ok. Alors, bienvenue dans Scroll, l'émission où les jeunes décryptent leur monde en ligne. Aujourd'hui, on a une thématique spéciale, comme chaque fois. L'IA, qui, depuis 3-4 ans, était plus ou moins invisible, mais qui a vraiment maintenant été mis à jour et on l'utilise, je suppose, quasi tous les jours. Vous l'utilisez quotidiennement, l'IA? Non. Seulement presque quotidiennement. Qu'est-ce que tu utilises comme intelligence artificielle? Faut pas le dire aux profs, mais personnellement, j'utilise Goat pour les devoirs. Okay. Parce que quand on scanne, du coup, le devoir, il nous explique après comment le réaliser et il donne des instructions. Ok. Ça t'aide et ça te donne la réponse directement ou bien ça t'aide à trouver la réponse? Non, ça donne aussi la réponse. Ça donne aussi la réponse. Toi, tu l'utilises pas du tout? Dire que je ne l'utilise pas, ce serait un mensonge. Je l'utilise aussi pour les devoirs. Quand, par exemple, il y a une prof dernièrement qui nous a demandé de regarder une vidéo pour son cours. J'ai demandé à l'IA de me le résumer. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Mais sinon, c'est vraiment quand ça va me demander beaucoup de temps et que je n'ai pas ce temps-là. Mais à part ça, je l'utilise quasiment jamais. Ok. Thomas, est-ce que des fois, on l'utilise sans s'en rendre compte aussi? Oui, en fait, on l'utilise de plus en plus sans s'en rendre compte. Elle fait partie de nos usages, de nos vies. Elle s'insère un peu dans tous les secteurs. En fait, on en parle beaucoup par rapport aux réseaux sociaux et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais en fait, l'IA, quelque part, même si on est un peu contre certains principes de l'IA, malheureusement, on est comme pour d'autres technologies qui sont arrivées à nous, un peu bien impuissant par rapport à son arrivée massive et aussi tout l'argent qui a été mis pour le développement de ces IA. C'est sûr. Mais même dans les applications de tous les jours, je pense au téléphone, ce qui aide à faire la mise au point sur le téléphone, sur la caméra de son téléphone, c'est une IA. Oui, quelque part, c'est des grands mots, mais en fait, les algorithmes, puisque c'est un peu une suite d'algorithmes, ça a toujours existé. Alors, si vous allez justement sur des sites éducatifs qui expliquent ce qu'est un algorithme, c'est quelque chose, on va vous dire, vous allez peut-être trouver des sites où on vous explique que les algorithmes et l'algorithmie existent même depuis l'Antiquité. En fait, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, dans notre cerveau. Voilà, c'est une manière de fonctionner et c'est une logique ou des habitudes que nous prenons. Oui.
mais qui sont depuis 2-3 ans plus visibles avec l'arrivée de ChatGPT qui a vraiment changé les choses. Voilà, c'est ça. Alors, les puissances de calcul et les évolutions ont été assez surprenantes et mises aussi entre les mains du grand public, même si ce sont des choses qui étaient travaillées depuis bien longtemps, mais évidemment, entre l'arrivée avec de technologies au sein des ordinateurs familiaux et son utilisation par des personnes au niveau professionnel, il faut un certain temps et là, on est en plein dedans, quoi. On est vraiment dans une période de transition. Mhm. Oui, on la vit vraiment. C'est vrai que c'est un peu fou de se dire que, voilà, comme moi, j'ai vécu à votre âge l'apparition des smartphones et des téléphones portables, qui a fait un vrai bouleversement. Vous êtes en train un peu de vivre aussi votre bouleversement avec l'arrivée de l'IA. On parlait aussi d'IA créative. Est-ce que vous utilisez des fois des IA créatives pour créer des images ou créer des vidéos, etc. Ça, jamais. Rarement. Rarement. Mais c'est un peu plus ce dont on va parler évidemment aujourd'hui, vu qu'il s'agit de contenu que vous regardez sur le web. On va commencer avec toi, Louise. Donc, tu nous as amené une vidéo qui parle de Grok, donc l'intelligence artificielle de X, anciennement Twitter. On regarde la vidéo et puis on en parle ensemble. C'est parti. Grok peut déshabiller des femmes à la demande sur X. C'est la nouvelle tendance problématique qui envahit Twitter. Des internautes demandent à Grok 3 de modifier des photos publiées sur le réseau en remplaçant les vêtements d'une personne par de la lingerie. Les femmes sont particulièrement visées par cette pratique qui ne nécessite en aucun cas le consentement des personnes concernées. Alors là, on est en plein dans l'infraction. Ce qui n'est pas légal, c'est de réutiliser l'image ou la voix d'une personne sans son consentement pour faire un montage avec l'intelligence artificielle. Et lorsque le contenu a un caractère sexuel, la peine encourue, donc, elle est de 3 ans et 75 000 € d'amende. Alors évidemment, les photos générées par Grok sont des deepfakes, mais même si les contenus sont faux, ils sont enregistrés sur des serveurs et peuvent difficilement être supprimés. Il n'y a aucun souci pour engager la responsabilité des personnes qui effectuent ce type de montage. La première chose à faire, c'est un signalement à la plateforme. C'est important de passer par un juriste ou un avocat pour faire un signalement efficace. En tout cas, quand on demande à Grok 3 si cette pratique est légale, le chatbot répond qu'il ne génère ni ne modifie de contenu qui porterait atteinte à la vie privée. L'IA continue pourtant de répondre aux demandes des internautes. Elon Musk, quant à lui, n'a pas réagi à la polémique. Alors, on est déjà ici sur une utilisation assez problématique de l'IA. Pourquoi est-ce que tu as voulu choisir cette vidéo-là en particulier ? En fait, on a vu que la vidéo est ce qu'on pouvait faire avec l'IA à des fins du coup malveillantes. C'est ça. Et ça nous a un peu interpellé qu'on puisse faire ça avec l'IA. Donc c'est pour ça qu'on l'a choisi. Toi, ça te fait peur ? C'est quoi ? C'est de peur des risques encourus et des limites qu'on pourrait mettre ou pas à une IA ? Oui, parce que d'un côté, chacune de nos images peut être utilisée contre nous pour d'autres personnes, ce qui est assez inquiétant quand même. Thomas, est-ce qu'il y a déjà des limites à une IA légale ? Est-ce qu'on en met ou pas ? Alors oui, il y en a, elles existent et on est bien placé en Europe puisqu'il y a déjà toute une série de réglementations qui existent et je pense que vous les connaissez dans les grandes lignes parce que ce sont des textes qui sont souvent très longs et très compliqués. Donc là, l'IA peut vous aider à les résumer. Je parle du RGPD, donc Règlement sur la protection des données personnelles, et aussi de l'IA Act qui a suivi. Alors, il y a d'autres actes liés aux réseaux sociaux, mais on parle bien de ceux-là. Et là-dessus, en fait, ça protège juridiquement les citoyens européens, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres parties du monde. Et c'est là que le problème s'étend. C'est que selon les juridictions des États, il peut y avoir des différences. Et c'est là-dessus que joue notamment la plateforme Grok, la plateforme X qui utilise Grok, l'IA de la société de Monsieur Musk. Ok. Et est-ce que le fait que ce soit une IA qui le fasse, est-ce que ça change quelque chose pour vous à la gravité ou à la responsabilité des personnes qui demandent cette vidéo ? Ça change quelque chose ? Le problème, c'est surtout la personne qui demande à l'IA ce genre de choses. Oui. Mais apparemment, c'est pas elle. Est-ce qu'elle est responsable, la personne qui demande sur X ou pas ? Thomas, est-ce que...
Oui, en fait, c'est comme avant l'IA. En fait, les réglementations n'ont pas vraiment changé. C'est là où il y a vraiment un souci. C'est peut-être, enfin, il y en a pas en Europe. En fait, on se soucie maintenant vraiment que les plateformes et les réseaux sociaux permettent que l'utilisateur soit identifié. Donc l'identification est hyper importante. Donc c'est l'anonymisation qui ne peut pas être permise sur ce genre de réseau, et ce qui fait que tout le monde peut être identifié. Donc la personne ici, il y a un juriste, je ne sais pas, un spécialiste en fait, qui nous dit on peut y avoir 3 000 € d'amende, des peines encourues, mais voilà, donc ça existe, et c'est la personne qui, c'est une question d'éducation et de comportement en fait, comme dans la vie de tous les jours. Ça c'est un peu ça dans tous les secteurs. Oui, mais on se sent peut-être en impunité quand on est sur les réseaux, et on se dit plus qu'on va moins risquer quelque chose, ou que c'est moins réel. Oui, sans doute. Il y a toujours ce sentiment d'impunité ou d'anonymisation derrière certains réseaux. On peut se cacher derrière un avatar, mais en fait, là où c'est plutôt positif, c'est que c'est de moins en moins possible. Là où il y a encore des difficultés, c'est justement au niveau de la justice. Bon, là, on rentre dans d'autres problématiques où on sait bien, la justice en Belgique n'est pas dans les meilleures conditions, quoique par rapport au reste du monde, c'est déjà pas mal. Mais il y a énormément de dossiers. Et puis après, il faut encore faire le pas d'aller poser une plainte. Donc, c'est pas si facile que le monsieur le laisse entendre dans le reportage. Et en plus, j'ai l'impression qu'il y a un autre problème, c'est une espèce d'invisibilisation des femmes. Comment est-ce que vous le percevez, vous ? Parce que j'ai l'impression un peu que cet outil-là peut être utilisé, Grok, d'une manière de dire, si tu postes une photo de toi sur X, si tu existes sur X, voilà ce qu'on peut te faire. Et donc, ne mets pas de photos, et c'est une manière de vouloir peut-être invisibiliser certaines personnes. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Est-ce que vous dites, du coup, je ne vais pas poster des photos de moi, ou je ne vais pas mettre des vidéos de moi sur Internet parce qu'elles pourraient être mal utilisées ? Vous le dites ou pas ? Oui. Oui. Oui ? C'est pas une question qui vient vraiment, qui vous est vraiment venue comme ça ? Oui. Après, personnellement, comme je suis encore mineure et tout, je sais que mes parents ne sont pas trop d'accord que je mette directement, moi, de mon compte, des photos de moi ou quoi. D'accord. Déjà ça. Toi aussi ? Oui, moi aussi. J'évite justement... De mettre des vidéos et des photos ? Oui. Toujours. Mais parce que vous vous dites qu'il peut y avoir un problème ? Oui. Donc on est bien dans ce cas de figure-là où il y a un peu une invisibilisation, ou pas ? Oui, mais maintenant, je dirais que le problème ici, il y a un peu de ça, mais par rapport aux médias qui a été choisi, je trouve que le problème ici, il y a plusieurs problématiques. Bon, il y a aussi, j'ai oublié d'en parler, le fait d'essayer de se cacher, mais il y a aussi le fait de dire que c'est... de s'autoriser un peu toutes les publications. Alors, c'est vrai que sur X et avec le... Voilà, en fait, c'est ça. Tout est permis depuis quelques années, depuis le rachat par OpenAI de X. Tout a été... bouleversé, et en fait, il n'y a plus de régulation. Et donc, certaines plateformes, mais c'est un peu en connaissance de cause, on y va pas, mais il faut savoir qu'on peut s'attendre à avoir ce genre de dérive. Après, il faut aussi savoir relativiser, et c'est un peu l'exercice que je propose et qu'on propose aussi un peu dans tous les cas. Quand on regarde quelque chose sur Internet ou un média, il faut un peu l'analyser dans son contexte. Alors, en tant que récepteur de l'information, il y a plusieurs étapes à passer. La première, c'est celle que sans doute qu'on vous apprend un peu, je l'espère, dans la majorité des cours qui font de l'éducation aux médias, c'est de vérifier, de faire du fact-checking et de vérifier un peu ce qui est dit, de vérifier le contexte aussi, la source, la forme aussi du média. Et si on coche déjà un peu ces cases, on est un petit peu moins stressé. Et donc, ça peut être intéressant pour les parents de savoir que leur enfant, comme vous et comme vous, vous êtes déjà bien au courant de ça, parce que vous avez une culture visuelle sur les réseaux sociaux. Et donc, et sans doute, vous apprenez bien plus que les adultes de ma génération. On s'en rend compte à chaque émission, ça. Vraiment. Voilà. Vraiment, c'est un grand point. On va regarder la deuxième vidéo, donc, qui a été apportée par Marion, et qui est du coup un peu plus légère. C'est parti.
Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of... Donc on est là plus sur une vidéo créative de l'IA. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo-là ? Alors, parce que c'est principalement ce que j'ai sur mon fil TikTok. Et je trouve ça un peu drôle quand même aussi. Donc. Ok, parce que c'était une vidéo humoristique. C'est vraiment ce genre de vidéos qui viennent dans ton fil. C'est beaucoup de vidéos créées par IA ou bien simplement beaucoup de vidéos humoristiques ? Alors, c'est rare quand j'ai une vidéo créée par IA. Maintenant, oui, j'ai plus de vidéos humoristiques. Mais les vidéos IA viennent de plus en plus dans nos fils d'actualité. Je crois que ça porte même un nom, c'est le slug ou quelque chose comme ça. Donc c'est le fait qu'il y a des vidéos par millions qui sont créées simplement avec IA et qui sont même postées avec IA pour répondre à une espèce d'algorithme et essayer de répondre à des tendances, quoi. Il y a le slop, c'est ça ? Ouais. Voilà. J'étais pas très loin. Ouais. Après, les abréviations, je ne sais plus ce que ça signifie, mais je pense que ça signifie un peu une espèce de boue. Oui, de bouillie, déferlement de d'images, clairement. Quels détails est-ce qui t'ont mené à penser que c'était une vidéo créée par IA ? Alors, déjà, il y en a plusieurs. Comme on peut voir, le chien, dès qu'il se fait emporter, il se fait soulever, puis ensuite, il se fait emmener. Et ça, c'est pas naturel. Au fait que la tornade, elle est assez loin et que les maisons autour, elles bougent pas, mais que le chat et le chien, eux, ils sont attirés. Pas bête. Il faut encore le remarquer, ça, effectivement. Est-ce qu'il y a, Thomas, des moyens techniques pour essayer de repérer ce qui est vrai et ce qui est faux ? Voilà, comme tu l'as dit, ça, c'est un bon moyen. Donc, l'expérience fait qu'on peut la détecter. Quand c'est trop parfait, quand l'image est vraiment clean, même trop propre, ça peut le faire. Alors, il y a encore des défauts. Aujourd'hui, évidemment, ça a tendance à s'améliorer. Donc, les grandes craintes, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'on va devoir à tout moment essayer de différencier le vrai du faux dans l'image ? Maintenant, comme je le disais, il est toujours très important d'analyser l'ensemble et pas que l'image, le contexte. Et donc, ce qui vous paraît trop beau, bizarre, il faut vérifier et de plus en plus. Et c'est ça, le fait d'en voir, ça va faire aussi vous amener à une réaction de passer votre chemin et de le détecter beaucoup plus que des personnes qui n'en ont jamais vu, quoi. Oui, c'est ça. Et encore, il y a une nouvelle version de Nano Banana qui vient de sortir il y a quelques temps et on voit ça comme un nouveau paradigme, comme un changement parce que il arrive à créer des images et des vidéos qui sont vraiment réalistes ou en tout cas on peut difficilement déceler le vrai du faux et où il arrive même à mettre justement des petits détails d'imperfection qu'un humain aurait pu faire en prenant la photo ou la vidéo. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un gros changement. Est-ce qu'on doit s'attendre dans le futur à essayer de... Voilà, une fois qu'une image est là, c'est pas forcément parce que c'est une image qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse ou que c'est dit la vérité. On devra peut-être se poser la question de est-ce important de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Aussi, voilà, un peu retourner le contexte et de se dire que si l'image est fausse, est-ce que c'est grave dans le contexte dans lequel elle est produite ? Quand on regarde de la publicité, les images, elles sont prises sur des images de banque. C'est du jouet, c'est aussi un peu quelque part du faux, même si elles ont été prises sur des personnes réelles. Après, évidemment, le fait de le prendre sur des modèles IA, on n'aura plus de problème comme on avait dans le premier, dans le premier extrait d'atteinte à l'image, qui reste un droit, le droit à l'image. C'est ça. Voilà. Vous vous êtes déjà fait avoir par des vidéos qui étaient des vidéos d'IA où vous êtes demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Oui. Ça arrive dans votre fil d'actualité ? Oui. Ça arrive où je me demande, mais généralement, ça se voit quand même un peu. Et justement, pour parler du contexte, est-ce que c'est des fois des vidéos qui essayent de donner une information ? Est-ce que vous décelez un but à ces vidéos-là ? Parce que je suppose qu'il y a des fois des vidéos aussi qui ont un but soit de propagande, d'essayer de changer la vie des gens sur un sujet, etc. Est-ce que vous êtes déjà posé ces questions-là ? Non. Non, pas forcément. J'en ai jamais vu, en tout cas, sur de la propagande ou politique ou autre.
Plutôt sur des buts humoristiques. Humoristique, Ouais. comme Mais- celle-ci. Ici, par exemple, si je peux me permettre de poser une petite question, sur les 2 vidéos que vous avez choisies, est-ce que, à part regarder et vous dire « Ok, ça me pose question », est-ce que vous avez pris un moment pour aller plus loin dans l'analyse de ces images ? Que ce soit la première de BFM, je pense, Tech & Co, ou la deuxième avec le chien qui s'envole. Parce qu'il y a des petits détails qui peuvent aussi permettre d'aller plus loin dans l'esprit critique. Personnellement, moi, je regarde aussi s'il n'y a pas une notice de l'IA qui est mise. Vu que sur les réseaux sociaux, on a quand même de temps en temps cette notice. Mhm. Sinon, alors, pas vraiment. Ouais. Qu'est-ce qu'on pouvait remarquer? Je sais pas, vous avez... sur la première de BFM, j'avais noté le fait que ce soit qui l'a fait, que ça vienne de quel journaliste ça provient. Le fait que l'information est traitée d'une certaine manière avec du texte et de la voix, avec des mots sur lesquels on appuie qui sont plutôt, alors peut-être pas racoleurs, mais vendeurs, qui donnent envie d'aller cliquer, qui sont plutôt anxiogènes, en tout cas pour ce cas-ci. C'est souvent le cas sur les formats très courts. Et sur la suivante, moi j'avais repéré des petits logos, je ne sais pas si vous les avez repérés. Je ne les ai même pas repérés. Il y a un logo Sora. Il y a le logo Sora en bas à gauche. C'est Ouais. Et il y a Sora 2 qui sort aux États-Unis, mais qui est accessible via VPN, donc Virtual Private Network. Et alors il y a un autre logo, c'est celui d'une marque de caméra. Je ne sais pas si vous l'aviez décelé. Non, pas. En haut à gauche, c'est le plus gros des logos. C'est une marque de caméra. Et alors, moi, je suis allé voir aussi le hashtag qui va avec. Donc, dans TikTok, il y a des hashtags. Et dans les hashtags, il y a cette marque de caméra. Et je suis allé voir qui avait posté ces vidéos. Et c'est un expert en chihuahua et en chien virtuel. Et sans doute que ça fait ses vues, quoi, en fait. Le chien, c'est un truc sympa, c'est mignon. Le chien qui s'envole, c'est drôle. Et donc, ça fait plein de vues, en fait. Et donc, il y a un accord sans doute commercial avec une marque de caméra surveillance. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On en avait parlé en classe, si, mais après, je n'avais pas non plus trop fait des recherches par rapport à ça. Voilà. Donc c'est aussi une publicité. Quelque part, oui, c'est un placement de produit peut-être. Alors, il est très indirect, enfin, quoi qu'il y a quand même le logo de la marque en haut à gauche, mais sur les autres vidéos de ce monsieur, voilà, la marque revient souvent, c'est un hashtag. Et quelque part, le fait de voir, c'est comme dans la publicité de nos parents, de nos grands-parents, le fait de revoir et de revoir, d'avoir un truc sympa, d'associer quelque chose de drôle à une marque, évidemment, à un moment ou à un autre, ça peut fonctionner, quoi. Ça marque. Ouais. Je ne savais pas que ça existait, un expert en chien virtuel. On va continuer à se poser des questions et on va passer à un petit jeu ensemble, un quiz IA. C'est parti. Je vais simplement vous poser des questions à choix multiples et vous allez essayer de répondre. Alors, parmi les deepfakes qui circulent en 2023, quelle proportion concerne du contenu pornographique pour vous? Donc, du contenu généré avec IA en deepfake. Est-ce que c'est 20%? Est-ce que c'est 50% de tout ce qui a été généré? Ou est-ce que c'est plus de 90%? Je dirais 50%. 50%? Pour toi, Louise? Oui, je dirais aussi la même chose. Ok. Et Thomas? Ouais, moi, je dirais 90. Eh ben, c'est plus de 90%, ouais. Effectivement, la majorité des deepfakes impliquent des contenus sexuels. Ça fait un peu peur, ça, non? C'est un peu problématique ou voilà. Mais de nouveau, moi, ça ne me fait pas peur parce qu'en fait, depuis la création du web, 90% des sites web à l'époque, comme moi je suis né avec l'Internet, l'Internet 1.0, celui où on était complètement passif, il y avait déjà 90% des sites web qui étaient pornographiques. Donc ça n'a pas changé, en fait. C'est 90% du web, quoi. Voilà. Donc quand on le sait, ce qu'il faut, c'est avoir des balises et des sentiers balisés et essayer de rester sur ces plateformes-là. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on s'offusque du fait qu'il y a un outil qui permette de dénuder, de mettre en bikini, c'était pas dénudé. Mais à côté de ça, il y a des plateformes pornographiques qui sont accessibles comme ça par toutes et tous. Voilà. Et qui permettent de faire tout ça. Est-ce que c'est pas plus grave, ça? Alors, deuxième question, quel est le pourcentage de Français qui disent avoir peur des effets négatifs de l'IA? Est-ce que c'est 20%, environ 40% ou environ 60%? Moi, je dirais 40% quand même.
40%, Moi, je dirais 60. 60%. Et Thomas ? Je ne saurais pas dire. C'est 60%. Est-ce que vous avez peur aussi pour l'avenir ? Parce qu'on n'a pas encore parlé de cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect métier. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de se voir effacées, de se voir remplacées par des intelligences artificielles. Est-ce que vous, en tant que jeune, ça vous fait poser des questions sur l'avenir et sur ce que vous allez encore pouvoir faire comme métier ou pas ? Oui, quand même beaucoup. Déjà, moi, j'aimerais bien partir dans tout ce qui est art, sauf que déjà, comme on parlait tout à l'heure de tout ce qui était contenu créé par l'IA, l'IA est déjà beaucoup spécialisée dans tout ce qui est dessin et tout ça, ce qui fait que ça retire beaucoup de métiers parce que d'ici quelques années, à mon avis, tout ce qui est artiste, illustrateur et tout, on n'en aura plus vraiment besoin puisqu'on a l'IA qui fera à peu près la même chose, si on peut dire, pour moins cher. Et du coup, moi, je suis venue à me poser comme question, qu'est-ce qui me reste comme métier à faire dans l'artistique sans que l'IA vienne en plein milieu, alors peut-être dans 20 ans, enfin même moins, et que du coup, j'ai plus de métier, quoi. Oui, c'est une bonne question. Mais est-ce qu'on peut pas peut-être aussi se dire, Thomas, que les métiers changent, mais qui ne seront pas forcément effacés, à part peut-être certains métiers qui sont plus en danger que d'autres. Je pense par exemple au métier de traducteur ou des métiers plus, qui sont plus facilement remplaçables. Oui, ben c'est ça. C'est plutôt voir ça comme une transformation. Moi, j'essaye toujours de positiver. Des métiers pénibles vont être remplacés par des machines. J'imagine des métiers de manutention qui seraient remplacés par des robots. C'est pas plus mal pour le dos de ces humains. Et ça va permettre peut-être aussi à des créatifs de faire autre chose, de gagner du temps. Mais ce n'est pas pour ça que le créatif ne sera pas nécessaire. Il y a aussi un truc, et ça, l'avenir nous le dira, c'est que l'IA, pour l'instant, on est épaté de ce qu'elle fait, mais on va s'y habituer. Et donc, on va rentrer dans une espèce de boucle qui crée déjà du slop, comme on l'a dit, c'est-à-dire du contenu un peu poubelle. Mais aussi, ça va banaliser ce genre de visuel qui paraît très beau, très classe. Mais on va peut-être on va s'ennuyer peut-être de ça. Et donc, il faudra connaître les mots-clés, les styles. C'est surtout dans des styles qui vont permettre de dompter cette IA pour créer des choses un peu nouvelles et pour bien la dompter. Parce qu'en fait, en utilisant plusieurs outils ici, je me rends compte que malgré ça, ça prend pas mal de temps pour avoir vraiment un résultat comme on le voudrait avec une méthode plus traditionnelle. Ça prend parfois presque plus de temps de bien le faire. Donc en fait, c'est juste une transformation à accepter telle qu'elle viendra. Oui, c'est ça. Ça va transformer certains métiers et ça va aussi en amener des nouveaux, quoi. Voilà, je l'espère en tout cas. Ouais. Et oui, c'est vrai que même à Velia, on essaye de réfléchir à comment on utilise l'intelligence artificielle dans le métier de journaliste, surtout, pour l'utiliser intelligemment. Mais c'est vrai que ce qu'on essaie de faire, c'est de l'utiliser pour pouvoir se libérer du temps et donc faire des tâches qui sont soit pénibles, soit répétitives plus rapidement et en les mettant dans les mains d'une IA et nous libérer du temps pour des tâches qui sont plus créatives. Dernière question. Les data centers représentent environ quelle part de la consommation électrique mondiale ? Est-ce que c'est 1,3% actuellement ? Est-ce que c'est 3% ou est-ce que c'est 10% ? 3%. Moi, je dirais 10%. 10%. Toi, Thomas ? 3. C'est 1,3% aujourd'hui, mais elle pourrait atteindre 3% d'ici 2030. Pardon. Pour vous, est-ce que quand vous utilisez l'IA aussi, est-ce que ça vous vient en tête que ça utilise de l'énergie aussi, en fait, beaucoup ? Ou est-ce que cette question-là, vous ne vous êtes jamais posée ? Si. Je vois aussi des vidéos de temps en temps qui parlent de ça et aussi de la consommation d'eau qui va avec. Oui, c'est ça. Il y a une grande consommation d'eau qui sont utilisées pour pouvoir rafraîchir et refroidir les serveurs. Je crois que c'est ça. Thomas, dis-moi si je me trompe ou si... oui, c'est ça, tout à fait. C'est bien ça. C'est au niveau des refroidissements à l'entraînement des IA dans des data centers aussi. Oui, donc c'est aussi une des questions qui peuvent toucher à la question d'utilisation de l'IA, en tout cas actuellement. Ouais. Merci beaucoup Louise et merci beaucoup Marion. On va maintenant accueillir Emeline et Inès pour les 2 prochaines vidéos. C'est parti. Merci beaucoup. Merci. Alors je propose à Emeline donc, et Inès de venir nous rejoindre. Venez.
Et donc, Emeline et Inès nous ont préparé 2 autres vidéos. La première, c'est celle d'Emeline. Et donc, c'est une vidéo sur une grande affaire qui a bousculé les médias français. Une histoire d'une dame donc, qui s'est éprise d'un faux Brad Pitt. On regarde la vidéo, puis on en parle ensemble. Donc ça, on peut totalement comprendre. Vous êtes dans une période de fragilité. Il y a quelqu'un de sympa en face de vous qui s'intéresse à vous. Ok, c'est Brad Pitt. Ça paraît un peu fou, mais comme vous dites, Faustine, et on a envie, oui. On a envie d'y croire. Oui, et puis en fait, c'est qu'il est sympa. Bah oui. Il est vraiment sympa. Il me parle de ses matinées, de comment il attaque sa journée. Enfin, Vous êtes moins seul, quoi. Voilà, donc en fait, on a des échanges. C'est ça, qui c'est n'ont- les qui n'ont échanges. aucune ambiguïté au départ. Mais c'est lui. Alors, donc, il va vous parler de ses comptes bloqués. Est-ce qu'il va tout de suite après vous demander de l'argent? Alors, au mois de mars, il va commencer par me demander, il me dit, ça me gêne de te demander ça, Anne, mais voilà, je suis très embêtée parce que, comme je te l'ai dit, mes comptes sont bloqués. Ça fait des mois que je ne peux pas payer la pension alimentaire à Angelina, mais au moins que je paye la cantine de Maddox. Donc, est-ce que tu peux me prêter $500 pour payer la cantine? Là, vous pensez quoi? Eh ben là, je me dis... j'ai toujours un temps... je prends le truc, l'information, et j'ai toujours un doute, mais il va réussir à chaque fois de me persuader en me disant, écoute, pour me persuader, là, il va me dire, je te communique le numéro de compte de l'association. Tu sais, j'ai une association pour les enfants malades, du cancer, etc. Et tu fais le virement sur ce compte-là. Donc là, je me dis, OK. Et puis bon, je ne vais pas le laisser, c'est $500, je vais le faire. Donc je finis par accepter. Alors, Emeline, pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo? Alors déjà, pour moi, un montage, ça peut aussi faire partie de l'IA. Et je trouvais que l'affaire qu'il y avait l'année passée, ça peut vraiment montrer l'impact négatif sur l'IA. Parce que beaucoup de gens pensent que l'IA, c'est que des vidéos drôles, pas avec beaucoup d'intérêt. Alors que Anne, la victime, elle s'est quand même fait escroquer de beaucoup d'argent. Du coup, ça a vraiment des vraies répercussions. Oui, c'est ça. C'est une utilisation négative, en tout cas problématique de l'IA. C'est vrai qu'en plus, copier une voix ou utiliser un avatar, maintenant, c'est devenu extrêmement facile. Est-ce qu'il y a des moyens pour se protéger de ça? Oui, en fait, le meilleur moyen, de nouveau, je vais me répéter, c'est l'expérience et l'esprit critique. Après, il y a des outils qui sont proposés en ligne pour essayer de débusquer. Vous pouvez aussi faire une vérification inverse par l'image. C'est des choses assez déjà connues. Maintenant, ici, sur l'émission, ici, en tout cas, le problème, il n'est pas nouveau. De nouveau, c'est quelque chose qui était déjà fait et qui se fait, à mon avis, ici. Je ne suis même pas sûr que ce soit de l'IA parce que j'ai vu quelques images, ça me paraissait être un mauvais montage, un mauvais photomontage, quoi. Voilà, et donc on est plus sur un problème, alors on parle souvent des brouteurs, c'est déjà un problème plus ancien, des pièges à l'affect, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt ça qui est embêtant ici, mais c'est vrai que l'IA ne va faire que donner de nouveaux outils en main de personnes qui auraient de mauvaises intentions. Oui, c'est vrai que là, l'arnaque repose plus sur l'émotion plutôt que sur des preuves. Qu'est-ce que tu en penses? J'avais déjà vu les montages du coup l'année passée, et c'est vrai que, en tout cas, moi, je trouve ça pas vraiment réaliste. Après, je pense que ça dépend du contexte, parce que là, on parle d'une dame peut-être qui se sentait seule, qui essaie de se rattacher à peu ce qu'elle avait, donc je pense que ça dépend aussi du contexte. Oui, c'est ça. Mais il est vrai que, voilà, cloner une voix, maintenant, ça devient extrêmement facile. Si j'ai un extrait de ton sa voix. Je vais y arriver. De sa voix, mais sur le message vocal, par exemple, ça marche. On peut simplement, avec ça, dupliquer ta voix et l'utiliser, par exemple, pour envoyer des messages à tes parents, etc. Maintenant, on conseille d'avoir un mot de passe entre familles pour essayer de contrecarrer ça. Est-ce que vous avez un mot de passe familial
Non. Non. Toi non plus, Thomas, tu n'as pas de mot de passe familial. Pas encore, non. Pour dire est-ce que c'est vraiment toi? J'espère ne pas devoir en arriver là. Tu ne mais dois pas aller jusque-là, tu crois? Je note l'idée quand même. On sait jamais. On sait jamais, on va garder ça dans un coin de la tête. On va regarder ta vidéo, Inès, maintenant. Et donc, c'est aussi une vidéo un peu plus humoristique. Oui. Ok, on regarde ça. Mon chéri, tu peux m'acheter cette tenue de princesse? Sans déconner, t'as déjà acheté pour 15 000 balles d'habits et t'en veux encore plus. C'est fini entre nous, je te quitte. Qu'est-ce qui fait que cette vidéo est drôle pour toi? J'ai souvent des vidéos comme ça dans mon fil d'actualité. Et je trouve que c'est super bien fait parce qu'on se rend vraiment compte que l'IA peut faire n'importe quoi et peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Ouais. Donc c'est bien pour certaines choses, mais il faut quand même faire attention. Ah, tu vois le côté plus problématique aussi, toi? Oui. En se disant, parce que quand tu dis on peut faire tout et n'importe quoi, et donc ça se dit aussi que niveau créatif, on peut aussi faire tout. On peut donner vie aussi, si on a un peu d'imagination, à ce qu'on veut au final. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça, pour vous, c'est positif ou pas? Ça dépend pourquoi, parce que là, c'est sur un ton humoristique, donc c'est pas très tracassant, mais ça peut ruiner l'image de certaines personnes, parce qu'on peut vraiment leur faire dire n'importe quoi. À partir de quand est-ce que pour toi, ça peut devenir problématique, une vidéo créée par IA alors? Quand ça peut nuire à notre image. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces vidéos-là? Ici, voilà, en fait, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de créer des contenus comme ça en prenant la forme d'une image préconçue. C'est des modèles, des Sora, des LoRa, pardon, Sora, lapsus, LoRa, des LoRa. Ouais. On en parlera après parce qu'il y a une autre vidéo qui utilise ça. On commence à aller voir. Et en fait, ici, on voit ce sont quand même, il faut le dire, des outils qui coûtent. Donc, ceux qui ont fait ça, parce que c'est bien foutu, ce bébé, c'est bébé Hugo. Il fait une petite série comme ça. De nouveau, on joue sur l'affect, le bébé, c'est mignon, il est un peu en colère. On joue sur des stéréotypes, l'homme, la femme, pour ceux qui ont suivi, je me suis amusé à regarder, j'ai découvert ça. Et donc, oui, ça paraît être... On va en avoir de plus en plus. Et donc, voilà, moi, ça me fait... je trouve ça étonnant. C'est vrai que j'ai eu envie de regarder, un peu comme pour les chihuahuas. Je sais pas, ça m'attire. C'est vrai que j'imagine que vous aussi, quoi, vous avez ça, vous regardez. C'est drôle, mais en regardant un peu plus longtemps, je vois derrière, de nouveau, j'analyse le contexte. Je vois qu'il y a une grosse pub sur le t-shirt des bébés. Je vois qu'il y a le rose, il y a le duo homme-femme et qu'on est souvent sur des stéréotypes de masculinisme assez poussés. Et je regarde qui est derrière et je vois que c'est une chaîne qui essaie de vendre ces tutos pour aider le public à créer ce type de vidéos. Sauf que c'est pas donné, j'ai regardé les prix, c'est un peu... Voilà. Donc en même temps, eux, c'est la double bonne affaire. Ils font plein de vues sur TikTok, alors il en faut quand même beaucoup avant de faire quelques centimes de bénéfices. Et en plus, ils arrivent peut-être à vendre leur formation hyper chère en ligne. Et je ne sais pas à quoi elle mène, cette formation. Oui, c'est ça. À plus de slugs encore et plus de vidéos créées par IA. On a déjà posé la question tantôt, mais est-ce que vous avez déjà créé des images ou des vidéos avec l'intelligence artificielle? C'est déjà arrivé pour l'école. Ouais. Pour l'école? Oui. Ok. Vous faites un court-métrage dans votre cours d'expression d'art. Est-ce que vous vous êtes dit que vous allez peut-être utiliser l'IA dans ce contexte-là? Non. Pas du tout. Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit que ce n'était pas un outil que vous alliez utiliser? Déjà, nous, par exemple, dans notre court-métrage, on a vraiment utilisé nous-mêmes, en fait, des acteurs. Donc, on ne trouvait pas trop l'intérêt de rajouter un truc, un peu IA. Et c'est qu'en fait, je ne pense pas qu'on y ait pensé, en fait, directement. Ok. C'est pas un réflexe pour vous. Non. Et tant mieux. Ça, vous avez envie de plus d'authenticité, de faire plus les choses vous-même. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'à un moment donné, à force de trop utiliser l'IA, on sera peut-être forcé de moins réfléchir et d'être moins capable de créer les choses, ou en tout cas de faire les choses nous-mêmes? Est-ce que ça vous traverse l'esprit, ce genre de questions? Oui, parce que je pense que plus on l'utilise et plus on se rend compte que ça peut nous servir pour plein de choses différentes. Donc, voilà, je pense qu'on ne peut pas devenir dépendant, mais on peut s'en servir pour de plus en plus de choses, quoi. Surtout pour les devoirs. Parce que moi, personnellement, je n'utilise pas vraiment l'IA pour mes devoirs. Mais je pense que ceux qui l'utilisent régulièrement, ça va devenir une habitude. Donc,
à force, je pense que si on peut avoir les réponses directement, on va peut-être pas réfléchir et se dire, je vais le faire. Et... Tout à fait. Voilà. Ça peut être un problème, ça, Thomas? Oui, un peu comme pour tout. L'idée, c'est de ne pas être dépendant d'une seule ressource, mais le considérer, comme vous le dites, comme une ressource, un outil à votre portée, c'est plutôt une bonne chose, ouais. C'est ça, toujours en gardant un esprit critique. Je vais vous proposer un petit jeu. Ici, vous allez avoir 2 images. Il y en a une qui a été faite avec l'intelligence artificielle et une autre qui est une vraie photo. Il faudra me dire laquelle est laquelle. C'est parti pour notre petit jeu. IA ou pas? Alors, premier exemple, vous me dites si vous pensez que c'est celle du haut ou celle du bas. Alors, c'est vrai que vous êtes un peu loin, vous regardez derrière aussi, vous verrez peut-être mieux. Mais donc, on a l'image 1, contexte scolaire, chaque fois. Est-ce que vous voyez des indices qui vous pourraient vous dire que ça a été créé par une IA? Alors, Thomas, tu dis l'image 1, l'image 2? Ça pourrait être les deux, mais si je dois en choisir une, je prendrais celle du dessus. Ok. Et toi? Moi aussi, je prendrais celle dessus. C'était celle du dessus, effectivement. Il y avait plusieurs détails, notamment les écussons qui n'étaient pas toujours les mêmes, les fenêtres au-dessus qui n'étaient pas toujours symétriques, et puis le nombre de dents de la fille du milieu, elle a étrangement beaucoup de dents. Ça peut être un détail qui montre que, effectivement... Mais vous avez découvert. Une deuxième image, il s'agit de plats de pâtes. C'est plus moi qui réponds. Hein. Alors... Cette fois-ci, ce sera Inès en premier. Je dirais que c'est la première, donc celle du dessus aussi. Ok. Et toi? Vraiment à savoir. Je réfléchis. C'est vrai que là, c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a moins de détails, il y a moins de choses à regarder. Je dirais la 2. La 2, Thomas? Allez, celle du bas, ouais. Et maintenant, c'était celle du haut. Un petit indice, c'est qu'à un moment donné, il y a une pâte à gauche qui est coupée et qui reprend après, comme si de rien n'était. Donc, un indice pour montrer que c'était celle du haut. Troisième image, une image d'une place, la place d'Espagne à Rome. Alors, il y en a une qui est faite par intelligence artificielle. Autour d'Emeline? Je dirais plus la 2, parce que je trouve les marches, elles font pas très naturelles. Enfin, je pense que Tout à fait. C'était la 2. On voit sur la 2, en plus, il y a des fois des portes et des fenêtres qui sont un peu mal placées et qui sont un peu mal mises. On est toujours sur les imperfections qui nous permettent de dire que c'est réalisé par IA. Encore une dernière. On va recommencer avec Thomas pour voir si... saura vraiment nous dire laquelle est faite par IA. Alors, je vois pas bien d'ici, j'ai pas de bons yeux comme ça, mais alors le flou m'interpelle. Donc, celle du dessus, alors on va dire celle du dessus. C'est celle du dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de flou. Les IA vont utiliser plus de flou ou bien parce que le flou était mal fait, justement? Oui, ça, le flou est souvent généré par les images d'IA. Quand on donne un rendu photographique, il essaie de forcer, parfois c'est flou. Ok. On aurait pu dire aussi ici que le chien, effectivement, il avait un côté trop soyeux. Ah oui. Il y avait aussi ce côté-là, comme on le disait avec Sora, qui va faire des choses un peu trop parfaites des fois, où justement le grain de l'image n'est pas réel. Voilà. Mais ici, pour moi, c'est pas problématique parce que c'est des images de la vie de tous les jours, quoi. Voilà, tant qu'on ne prend pas, on n'usurpe pas l'identité de quelqu'un et qu'on le met dans une condition un peu particulière. Celles-là ne sont pas problématiques. On est bien d'accord. Merci beaucoup. On va maintenant accueillir Zoé et Mila qui vont nous présenter leur choix de vidéos. Bonjour Zoé et bonjour Mila. Zoé et Mila? Zoé et Mila. C'était l'inverse. On va commencer avec celle de Zoé, alors, une mise en avant donc, de Thibaut InShape, qui est un influenceur qui donc, a donné les droits de son image à une IA pour qu'on puisse l'utiliser comme on veut. On regarde la vidéo puis on en parle.
Thibaut InShape a d'autres chiens, Thibaut InShape cambrioleur du Louvre ou encore Thibaut InShape gérant de kebab, ce genre de vidéos pullule sur les réseaux sociaux. Et pour cause, le youtubeur le plus suivi de France vient de franchir un nouveau cap dans la création numérique. Des protéines ou un sort s'il vous plaît? Oh désolé mec, j'en ai pas. Quoi? Pas de protéines? Non mais c'est pas possible! Sur la plateforme d'IA vidéo Sora 2, il a mis à disposition son caméo. En gros, tout le monde peut utiliser le double 3D ultra réaliste de son visage et de sa voix pour créer librement du contenu. Un contenu rempli de deepfakes et donc plus ou moins controversé. En pleine promotion pour la sortie de son livre, Thibaut InShape devient donc la première célébrité française à mettre son caméo à disposition sur Sora 2. Et les vidéos le mettant en scène envahissent les réseaux sociaux. Avant lui, à l'international, Sam Altman, le PDG d'OpenAI, l'entreprise qui a développé Sora 2, avait lui aussi permis cela. Alors, Zoé, pourquoi est-ce que tu as choisi cette vidéo? Alors moi j'ai choisi ça parce qu'il y a vraiment eu une grosse polémique autour de lui du coup et des vidéos qui ont été faites de lui. Donc moi j'ai plus pensé à une vidéo où on lui faisait dire des propos racistes et donc plutôt de la façon où l'intelligence artificielle a été mal utilisée, d'une façon malveillante on va dire, à l'encontre du coup de Thibaut InShape. Oui, c'est ça. Mais du coup, qui est responsable de ce qui est fait avec son avatar IA? Est-ce que c'est la personne réelle? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est la plateforme? Qui est responsable de ça pour toi? Pour moi, c'est la personne qui a pris l'image et qui a décidé d'en faire quelque chose de mal. Parce que, en soi, lui, il n'a pas demandé qu'on lui fasse dire des propos racistes. Et en soi, l'intelligence artificielle, ça peut être un outil. Mais si ça tombe entre de mauvaises mains, on va dire, c'est un outil qui peut être aussi vraiment très malsain, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a changé ton regard sur l'IA, le fait que ce soit assumé par quelqu'un, qu'il accepte que tout le monde l'utilise? Est-ce que ça a changé ton regard sur l'IA? Oui, on va dire ça, mais après, il fait ce qu'il veut, mais je pense qu'il aurait dû un peu réfléchir quand même avant. Tu penses que c'était pas une bonne idée? Non, je crois pas. Thomas, t'es du même avis? Oui, tout à fait. Il a donné on appelle ça son caméo, c'est ça. Sora 2. Donc c'est un peu, on donne en pâture son image. Allez-y, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec mon image. Évidemment, ça n'autorise personne à de nouveau bafouer les lois, en tout cas, et le respect d'autrui. Est-ce que ça reviendra à beaucoup, tu penses? Est-ce que oui, beaucoup de personnes permettront ça? Oui, en fait, de nouveau, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec l'idée, la sensation d'être anonyme, et d'être caché et que tout peut être dit sur Internet. Alors c'est vrai que sur Grok, tout le monde le fait, donc je vais être caché dans la masse. Après, moi j'ai vu ça avec des vidéos avec un singe, un gorille qui est souvent utilisé pour proliférer des propos racistes, et voire de propagande d'extrême droite. Voilà, et ça, malheureusement, le web pullule de ce genre de messages, et donc savoir détecter, comme vous le faites, ce genre de propos, c'est plus que bien. C'est ça. Son geste d'accepter que son image soit utilisée a été vu aussi comme un coup de marketing incroyable. Oui, oui. Voilà, alors partout. C'est vrai que moi j'ai pas suivi toutes ces vidéos. Je vois le personnage comme quelqu'un d'assez naïf, même si il fait beaucoup de vues. Donc oui, peut-être qu'il a des personnes derrière lui et que de toute façon, en fait, il était déjà fort vu. Il faut savoir que l'IA, en fait, elle a une facilité à reproduire des images de personnalités publiques ou de chats ou de chiens, parce que ce sont des images qui pullulent sur Internet. Les premières choses que l'IA a réussi à faire, c'est de reproduire, par exemple, des visages humains. Vous pouvez aller voir, il y a un site, c'est 10personsdoesnotexist.com, je crois. Il y a la même chose avec les chiens, les chats. Et on peut en faire sans cesse à l'infini, en fait. On peut en générer, en tout cas. Et de suite, ces images ont été aussi utilisées de façon malveillante, parce qu'elles ont été utilisées pour créer des faux comptes, justement, et pour alimenter des brouteurs qui allaient faire, du coup, des arnaques avec ces faux comptes. Voilà, donc les arnaques, elles évolueront toujours. Les arnaqueurs ou les personnes mal intentionnées trouveront toujours de nouveaux stratagèmes pour essayer de piéger d'autres gens. Et ça, c'est l'histoire qui se répétera non-stop. Ouais.
Ces vidéos de Thibaut InShape, est-ce que vous les aviez vues dans votre fil d'actualité? Oui. Elles étaient passées dedans? Moi pas, j'ai juste Non. entendu parler de la polémique. De l'histoire. donc, ouais. Mais toi, tu en avais vu dans ton fil d'actualité? Oui, j'en avais vu parce que moi, j'ai pas tant d'IA que ça dans mon feed, mais c'était vraiment très répandu à une IA. Oui, ça a été un déferlement. Oui. Exactement. Comme peut-être la musique créée par IA dans vos playlists Spotify, c'était ton choix. Mila, on va écouter ce son, donc créé par une IA, puis on en parle ensemble. Alors, Mila, si tu savais que c'était une IA, si tu savais pas que c'était une IA, est-ce que tu aurais fait la différence rapidement? Tu savais que c'était une IA ou pas déjà? Au tout début, non, je savais pas que c'était une IA, je l'ai su après. En fait, j'ai l'impression, c'est peut-être juste mon impression, mais j'ai l'impression qu'on a quand même globalement, il y a beaucoup de personnes qui ont développé le réflexe de s'interroger sur est-ce que c'est une IA ou non quand on voit une image. Mais moi, personnellement, pour le son, j'ai pas encore développé ce réflexe. Donc du coup, au début, j'ai vraiment cru que c'était un son TikTok comme tant d'autres, mais du coup, après, j'ai découvert que c'était une IA. Comment est-ce que tu as découvert que c'était une IA? Je pense que j'ai vu une vidéo d'une fille qui disait que c'en était une. Ok, ou quelque chose. sinon, en l'écoutant, non, mais je me pas suis forcément même pas posé d'indice la qui te question. dit que c'était... Mais je pense que si j'avais cherché, j'aurais pu trouver, mais je me suis même pas demandé si c'en était une. En fait. Oui, c'est vrai que moi, en l'écoutant simplement, je me serais même peut-être pas posé la question. Toi, est-ce que en l'écoutant, tu t'es dit, tiens, c'est bizarre, ou bien, tiens, ça peut être créé par une IA? Non, pas du tout. Je sais qu'à un moment, j'ai su que c'était une IA, mais j'ai même carrément oublié et ça m'a pas paru bizarre du tout. Non, pas bizarre? Non. Ok, ça peut être... Et est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça vous pose problème que ce soit généré par IA? Je pense que c'est pas non plus un drame ou quoi que ce soit, mais je préfère quand même écouter des chansons en me disant qu'il y a eu un travail derrière. Ah oui. Parce que derrière. Je sais pas, moi je sais pas, vous aimez bien le truc, la musique là, ou qu'est-ce qu'en pensez-vous? Pas trop mon style, moi, mais je trouve quand même qu'elle est bien faite. Moi, je me serais pas dit que c'était de l'IA à la base, quoi. Oui, moi pareil, hein, je trouve ça finalement pas mal. C'est pas mauvais comme musique. Et je me dis qu'il y a des trucs faits par des humains qui sont bien pires que ça. Étant un grand fan de la plateforme bidetmusique.com, allez une fois écouter, vous verrez, c'est fait par des humains, mais il y a vraiment du déchet. Ça. Ça existe vraiment. Ouais. Ok. Bon, voilà, c'est pour ceux qui veulent un peu s'instruire sur la musique un peu rétro. Mais voilà, et moi je suis allé voir un peu plus loin, je ne sais pas si vous l'avez fait, parce que j'ai eu du mal à trouver le fait que ce soit fait, en tout cas en sillonnant le web, voir que c'était fait par IA. Mais oui, apparemment, il y a eu en fait du remixage. Et on peut aussi se dire... Le remixage est fait par une IA. Okay. Voilà, la voix en fait a été remixée à partir d'une voix de... alors j'avais noté son nom... Soit ça me reviendra, une chanteuse, Georgia Smith ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Oui, c'est une grande chanteuse de soul. Ouais. Mais après, il y a un remix, et quelque part, je me dis que tous les remixes, c'est aussi de la récupération de morceaux existants. Donc, peut-être au niveau déontologique, ce qui peut être problématique, c'est si on s'accapare un morceau ou une petite symphonie et qu'on l'intègre, donc c'est du pillage, mais le fait que ce soit synthétique ou artificiel, est-ce que ça pose problème? Là, c'est une autre question. Est-ce que ça pose problème si... ça dépend sur quoi se base aussi l'IA qui a créé, parce que pour pouvoir créer quelque chose, l'IA a dû être alimentée par des créations qui ont été faites par des humains. Donc l'IA ne va jamais créer rien à partir de rien, elle se base toujours sur ce qu'on lui donne. Mais ici, est-ce que les droits d'auteur des personnes sur lesquelles s'est basée l'IA ont été spoliés ou pas? Mais en fait, ça existe déjà donc dans les morceaux musicaux. Je sais que par exemple, Bruno Mars a attaqué la chanson Flowers, qui a été reprise par... aidez-moi, comment elle s'appelait cette chanteuse, qui a aussi fait un titre Flowers. On entend qu'il y a les mêmes
le même nombre de notes. C'est à partir d'un certain nombre de notes. Je ne suis pas expert en juridiction musicale, mais c'est quelque chose qui est déjà bien établi et les règles sont très strictes. Donc, il y a plein de procès comme ça. Donc, là-dessus, de nouveau, si quelqu'un sent en droit d'aller en justice, il peut le faire et ça marche puisque la personne qui a publié ça sur Spotify, elle a un compte et elle peut être identifiée, quoi. Alors après, il y a le problème des faux comptes et là, on entre dans une autre sphère, quoi. Mais là, on est plus sur de la copie pure. Ouais. Alors que ici, les IA vont plus s'entraîner à partir de créations artistiques humaines pour créer quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas la même chose. C'est ça. Mais en fait, tout ce qui est IA s'appuie sur une base de données qui est le web, qui a été initialement amené par des contenus humains, que ce soit du texte, de la musique, de l'image, de la vidéo. Donc, quelque part, on pourrait dire, et là, c'est encore un grand combat juridique auquel, je crois, personne n'est arrivé à conclure, et je pense qu'on n'y arrivera jamais, se dire, est-ce que c'est du pillage ou pas ? C'est ça. On ne saura pas dire. Non, parce que on ne saura pas dire de quel degré d'influence une image a eu. Après, je vous invite à découvrir un de nos outils créés par mes collègues qui s'appelle « Dans le regard de l'IA ». C'est gratuit, c'est en ligne sur notre site et vous pouvez voir un peu analyser sur quoi se base l'IA à partir de défauts, l'historique de création des images de l'IA. Et on s'aperçoit que, par exemple, des tableaux, si on demande à l'IA de reconstituer un tableau, elle va vous le refaire tel quel, parce que le tableau, il est très connu, il est fort numérisé. Et donc là, on se dit, est-ce que c'est du pillage, quoi ? Mais en fait, c'est de la reproduction. L'IA, elle n'en peut rien. C'est juste une machination humaine, en fait. C'est ça. Il y a toujours un humain derrière, en fait. Est-ce que pour les artistes musicaux, pour vous, c'est une menace ou un outil de création, l'IA ? Plus un outil, moi, je dirais. Plus un outil ? Je pense que ça peut être les deux. Okay. Je pense qu'on peut l'utiliser comme un outil parce qu'il faut réussir à avancer avec son temps. Mais je pense ça peut être aussi... si j'étais par exemple une chanteuse et que on utilisait ma voix et que le son marchait à mort et que j'avais aucun crédit, ce serait quand même, je pense, c'est sûr. dérangeant. On l'a vu avec Angèle, il y a une de ses chansons, une chanson qui a été créée à partir de sa voix, etc. Et elle l'a même reprise en live pendant un concert, la chanson qui avait été créée par une IA, quoi. C'est des procédés maintenant qui peuvent être complètement fous parce que ça peut aider certains artistes. Là, elle a trouvé ça chouette et drôle et donc elle l'a réutilisé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tant que c'est intelligemment fait et que ça plaît à un public, pourquoi pas ? Oui, c'est sûr. Et qu'on est d'accord avec ça. Je vous propose un dernier petit jeu. Pareil, on va essayer de découvrir, mais cette fois-ci, quelle vidéo a été créée par l'IA et quelle vidéo n'a pas été créée par l'IA. C'est parti pour notre troisième petit jeu. Alors, 3 vidéos. La première est donc dans un restaurant. Pour vous, quelle est celle créée par l'IA ? Elle est très courte. On va commencer avec Zoé. Aucune idée. Aucune idée. On peut peut-être les revoir. Je ne sais pas si Vanessa peut nous la remettre. Merci Vanessa. Des détails qui peuvent te... Je dirais celle de droite. Celle de droite, créée par l'IA. Pourquoi ? Je sais pas, c'est plus, il y a une impression de flou un peu comme à l'arrière, là, comme avec le chien. Mais sinon, je sais pas du tout. Vous êtes du même avis ? Oui, comme ça, ça va très vite, mais ouais, comme ça, si je... Fallait que je rende le truc un peu plus difficile. Hein. Et toi ? Moi, je trouve ça difficile de dire. Mais j'ai l'impression que la première, elle est un peu trop parfaite. Tandis que la deuxième, elle a des cheveux qui dépassent, on a contre-jour et tout. Donc, j'ai l'impression que quand c'est une IA, ils essayent plus de faire quelque chose de beau. Mais c'était celle de gauche, oui. On peut le voir aussi, certaines pailles dans le verre qui ont un mouvement un peu compliqué, puis sa main aussi en dessous pour porter le plateau qui ne devrait pas être vraiment mise comme ça. Deuxième vidéo, dans un contexte de bureau.
Alors, pour vous, celle de gauche, celle de droite. Mila? Je sais pas du tout. Celle de droite, peut-être? Et non, c'était celle de gauche. Un indice, c'est le téléphone qui est gigantesque derrière. Ah oui. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir des téléphones comme ça. C'est vrai qu'on n'en voit plus du tout maintenant, mais c'était un indice, c'était la taille du téléphone. Dernière vidéo pour Thomas. Alors, une vue aérienne. Bon, là, j'ai l'impression que c'est facile, je veux dire celle de gauche. Oui, c'est celle de gauche. Pourquoi? Parce que trop esthétisante, quoi. Mais, voilà. Et alors, le flou en arrière, même avec un drone, c'est compliqué à faire. Il me semble, je sais pas, je suis jamais allé à la Maison Blanche, mais il me semble qu'il y a plus de bâtiments que la normale. C'est ça. On aurait dire aussi le drapeau qui a un mouvement vraiment tout à fait cinématographique et un peu faux, quoi. C'est trop parfait comme mouvement que pour être fait par un humain. Après, les IA dans les outils gratuits, c'est souvent 6 à 10 secondes pour l'instant, même dans le payant. Tout à fait. Oui, c'est toujours très très court. Ouais. C'est aussi un indice qui peut nous dire que c'est fait par une IA, si c'est extrêmement court. Oui. Et alors, un truc que je me suis rendu compte, c'est souvent TikTok et d'autres plateformes, les formats longs. C'est vrai qu'on a tendance depuis tant d'années à privilégier les formats courts parce que c'est fun, parce que ça va sur ces plateformes qui privilégient les formats courts. Mais j'ai envie d'inviter peut-être les plus jeunes et les plus vieux surtout aussi à aller sur des formats plus courts et peut-être à aller vers d'autres plateformes, les médias traditionnels. On a un service public qui est très bien aussi, qui propose des contenus et qui permet aussi d'avoir une information plus de fond. On a peut-être une accroche sur les réseaux sociaux, mais il faut souvent aller plus loin, quoi. Et donc vraiment varier les plateformes, quoi. C'est ça. N'hésitez pas à aller voir Vedia qui fait voilà, par exemple, tout ce type de contenu-là. Je fais de la pub. Vous utilisez principalement TikTok pour regarder des contenus ou est-ce que vous allez sur d'autres plateformes justement avec des contenus peut-être plus longs? Oui, les plateformes de streaming, Netflix et tout ça, ou YouTube. YouTube aussi beaucoup. Oui. Un peu de Twitch ou pas? Pas trop. Rarement. Et toi? Pareil, mais plus souvent TikTok, oui. Plus souvent TikTok pour des contenus courts ou des contenus plus longs aussi sur TikTok? Court, mais parfois les formats plus longs, c'est plus souvent sur TikTok aussi que je vais les voir. Voilà, on consomme de tout et j'espère qu'on continuera à consommer de tout. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Je pense qu'on a appris plein de choses. En tout cas, j'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi. Merci beaucoup, Thomas. Et on se donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle émission Scroll. À bientôt.